s'intéresser dans la continuité de ce qu'on commençait à évoquer sur les aspects environnementaux. On va parler d'approches technologiques et économiques pour la conservation et la gestion des ressources naturelles. Donc, on est tous, vous avez vu, on a commencé à discuter, tous touchés par toutes les problématiques environnementales, biodiversité, changement climatique, sécheresse. Et dans cette table ronde, donc, nous proposons d'explorer plusieurs solutions et possibilités à travers des modèles innovants pour justement s'intéresser à la question de la conservation et la gestion des ressources naturelles. Donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 intervenants issus de diverses organisations avec des profils très variés. Donc on va commencer notre table ronde par une intervention de Peter Borke, qui est administrateur principal pour la direction de l'environnement à l'OCDE, qui va nous parler de l'urgence dans la transition vers une économie circulaire, justement pour réduire les impacts environnementaux. Et dans la continuité, nous accueillerons Catherine Chevauché, responsable du pôle rareté des ressources et économie circulaire chez Veolia, qui approfondira l'importance de l'économie circulaire et notamment les aspects de normalisation comme des outils et pratiques clés pour la conservation et la gestion des ressources naturelles. Et nous allons finir cet échange par 2 exemples pratiques, donc, à travers lesquels on va s'intéresser à la gestion des ressources et plus particulièrement la gestion de l'eau. Donc d'une part, on accueille Monica Garcia Quesada, responsable du projet Smart Water Cities à l'International Water Resources Association et qui nous montrera comment, à travers une série d'indicateurs et une certification, on peut comparer la gestion de l'eau dans différentes villes à travers le monde. Et nous allons finir en accueillant Akhil Amirali, chercheur associé au Centre de recherche en gestion qui fait partie de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, de l'IPP, qui nous présentera le cas du Water Kiosk, donc une solution en Inde, donc, à travers laquelle on met en évidence l'importance de la technologie pour l'accès à des biens publics comme l'eau. Donc, sans plus de préambule, je vais passer la parole à Peter Borke. Merci d'être ici parmi nous. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être ici et de pouvoir vous parler de digitalisation et économie circulaire ou économie circulaire et digitalisation. Ce sont des travaux qu'on a menés à l'OCDE assez récemment. En fait, le rapport sur lequel je vais me baser en partie, en tout cas, est sorti il y a juste quelques jours, je crois la semaine passée, lors d'une conférence ministérielle des ministres de l'Environnement de l'OCDE. Voilà, alors dans ma présentation, je veux d'abord parler un petit peu de ce que c'est l'économie circulaire et pourquoi c'est nécessaire. Et ensuite, quel rôle là-dedans peuvent jouer, ou peut-être doivent jouer, les technologies numériques et l'innovation dans un sens plus large aussi. Donc je vais sauter quelques slides de temps en temps parce que, pour un gain de temps, parce que je sais qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc, pourquoi est-ce que la transition vers une économie circulaire, c'est une urgence? Eh bien, tout simplement parce que notre consommation de matières premières est déjà à des niveaux extrêmement élevés. Actuellement, nous consommons environ 80 gigatonnes de matières premières par an. Et dans les projections qu'on a fait il y a quelques années à l'OCDE, on prévoit que si rien n'est fait, si il n'y a pas de politique qui serait mise en place pour faire face à ce défi, on doublera vers 2060 la consommation de matières premières qui déjà aujourd'hui n'est pas soutenable en fait.
Et en fait, c'est vrai pour tous les types de matières premières, que ce soit la biomasse, donc la production agricole et forestière, les métaux, les minéraux non métalliques, les carburants fossiles. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'évidemment, dans les pays en voie de développement, il y a des effets de rattrapage et que c'est là-bas qu'on va observer la croissance la plus importante de la demande en matières premières. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce slide, mais je ne vais pas m'attarder. Et je vais aller directement à la slide suivante. Le problème, en fait, n'étant pas de consommer des matières premières, mais ce sont les impacts environnementaux induits par cette consommation qui nous préoccupent. Là, sur le slide, il y a juste deux exemples. Au jour d'aujourd'hui, nous émettons un peu plus que 20 mégatonnes de plastique dans l'environnement tous les ans. C'est amené à augmenter. On est en train de faire des projections pour savoir comment ça va évoluer, avec des impacts qui sont déjà évidents sur les écosystèmes. Et peut-être que bientôt on se rendra compte aussi qu'il y a des impacts sur la santé humaine. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, une étude est sortie qui montre pour la première fois qu'il y a des particules de plastique dans le sang humain. Donc ce qui est assez inquiétant quand on sait que dans la composition de beaucoup de plastique, il y a aussi des substances éventuellement ou certainement toxiques qui entrent dans cette composition. Les gaz à effet de serre, ça a été évoqué déjà dans la table ronde précédente. Donc c'est un autre sujet. On prévoit que d'ici 2060, à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre seront liées à la production de métaux et de béton. Donc, juste une partie, en fait, des matières que nous consommons. Donc, une contribution au problème du climat qui est très, très importante. Donc, l'économie circulaire permet d'apporter une réponse à ce défi. Et ici, sur cette slide, vous avez en fait la définition qu'on a à l'OCDE de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça représente? Alors évidemment, ça consiste à boucler les flux de matière à travers le recyclage. Donc ça, c'est tout en bas de la slide. Et je pense que ça, tout le monde le connaît. Mais peut-être moins connu, il s'agit aussi de ralentir la circulation de matière dans ces boucles, en utilisant les matières pendant plus longtemps, donc à travers, par exemple, le rallongement de la durée de vie des produits. Et puis tout en haut, en fait, le rétrécissement de ces boucles, c'est-à-dire en fait une utilisation des matières premières plus efficace pour un même usage, utiliser moins de ressources, donc des véhicules qui passent moins lourds et moins d'emballage, par exemple. Et donc ça, c'est le concept de l'économie circulaire. Et comment est-ce que ça se traduit à l'échelle des entreprises? Donc, à l'échelle des entreprises, il faut la mise en place de nouveaux modèles économiques, de modèles économiques circulaires, qui sont une sorte d'innovation organisationnelle, en fait, des entreprises et des marchés. Alors, ce qu'on connaît bien, donc, c'est le recyclage. Ça, c'est pas particulièrement nouveau, l'utilisation de matières renouvelables dans les modèles économiques. Et puis, donc, je l'évoquais avant, le rallongement en fait, de la durée de vie des produits et des matières à travers la réutilisation, la réparation, mais aussi le remanufacturage, je crois que c'est le terme en français. Ça commence à exister un petit peu. Ensuite, l'économie du partage, qui, elle, permet en fait d'intensifier l'usage des actifs qu'on a dans une économie. Ça a été évoqué tout à l'heure dans l'autre table ronde aussi, donc le covoiturage, on essaie de mettre plus de personnes par voiture, voilà. Et puis les systèmes
alors je regarde sur ma feuille parce que je traduis tous les termes que j'utilise normalement en anglais, les systèmes produits-services. Où donc l'idée étant qu'au lieu de vendre un produit, les entreprises vendent plutôt un service. Donc au lieu de vous vendre une ampoule, on vous vend de l'éclairage au mètre carré. Au lieu de vous vendre une machine à laver, on vous vend des cycles de lavage. Ce qui permet en fait une meilleure intégration et une meilleure incitation en fait pour le producteur d'optimiser l'ensemble du cycle de vie du produit, y compris aussi la fin de vie. Voilà. Et alors comment là-dedans interviennent les technologies numériques? Alors on s'est particulièrement focalisé sur celle-là, mais ce n'est pas du tout les seules technologies qui sont nécessaires. Mais voilà, c'est la focale qu'on a prise. Et il se trouve que les modèles économiques dont je viens de parler existent déjà pour la plupart, mais ils sont actuellement cantonnés dans des petites niches de marché, souvent bien inférieures à 10% du marché. En fait, l'upscaling, le passage à l'échelle de ces modèles économiques se heurte à des obstacles. Et une partie de ces obstacles peut être surmontée avec les technologies du numérique. Donc on pense notamment à des problèmes d'information. On a des problèmes d'information, souvent à différentes étapes des chaînes de valeur. Les acteurs ne savent pas ce que contiennent les produits. Et évidemment, pour le recyclage, par exemple, c'est un obstacle. Donc, en accolant ce qu'on appelle des passeports produits numériques aux produits, on peut régler ce genre de problématiques. Il y a des problèmes de coûts de transaction. Typiquement, la mise en relation d'acteurs, acheteurs, vendeurs dans un marché. On voit que des plateformes comme Vintage, par exemple, ou Blablacar pour le covoiturage, deviennent en fait possibles grâce aux technologies numériques et à la réduction de tous les coûts de transaction qui sont impliqués, que ce soit d'ailleurs le paiement, la mise en contact, les questions d'assurance éventuellement, etc. Et pour finalement nommer juste un troisième exemple, on a dans les pays en développement, dans certains pays en développement, la collecte des plastiques qui se développe sur la base de blockchain. C'est-à-dire la blockchain qui sert à la fois à tracer la collecte et puis le recyclage des plastiques qui sont collectés et à rémunérer ceux qui sont investis dans ces activités-là. Donc voilà, beaucoup d'opportunités qui sont liées au numérique dans l'économie circulaire. Alors, je ne vais pas parler parce qu'on a toute une discussion aussi sur le rôle des technologies numériques dans les politiques publiques pour la transition vers l'économie circulaire. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus pour les raisons de temps. Et je vais aller directement, et ça c'est ressorti beaucoup de la table ronde précédente aussi, du revers de la médaille, parce que ces technologies évidemment apportent beaucoup d'opportunités, telles que je viens de les décrire, mais apportent aussi des risques. Et alors sans aller en détail, puisque la table ronde précédente, on en a déjà amplement parlé, il y a des risques d'ordre de sécurité des données, de propriété intellectuelle, en fait tous les risques un petit peu génériques quand même de ces technologies, mais il y a également les risques liés à l'environnement. Ça, un des intervenants précédents en a déjà parlé. Les déchets électroniques et électriques en sont l'exemple peut-être le plus marquant, mais la consommation énergétique également.
Et finalement, il y a des conséquences inattendues aussi, et c'est pour ça que j'ai mis cette image sur cette slide. Avec de bonnes intentions, parfois, on est surpris de ce qu'on crée, en fait. Et tout le monde va se souvenir ici, parce qu'à Paris, c'était quand même assez prononcé, de la prolifération des vélos en partage libre qui commençaient à obstruer les trottoirs, etc. Les effets rebonds qu'on peut difficilement prévoir, etc. Tout ça pour dire, en fait, que pour les politiques publiques, ce que ça implique, c'est qu'il faut à la fois des politiques pour encourager l'innovation et la diffusion de ces technologies pour des objectifs d'économie circulaire, mais en même temps aussi des politiques publiques pour encadrer tout ça et éviter... et donc ça va un petit peu dans le même sens que ce qu'on a entendu dans la table ronde précédente. Voilà, et je vais m'arrêter, et j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci Peter. Donc on va passer la parole à Catherine Chevauché, responsable du pôle raritaire de ressources et économie circulaire. Merci. Je vais effectivement enchaîner sur ce qui s'est dit, et je suis ici avec ma casquette. On va changer. Bon, ça va. Oui, c'est bon. Je suis ici avec ma casquette présidente du comité technique international à l'ISO, qui essaye de réfléchir sur des textes pour porter justement ces modèles alternatifs d'économie circulaire de façon consensuelle au niveau de différents pays. Donc, ce sont des travaux qui ont commencé en 2019. Alors bien sûr basés sur des faits qu'on vient de rappeler, et surtout peut-être que je peux rajouter par rapport à tout à l'heure, la table ronde précédente et ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui on ne boucle dans notre économie que 10% des matières et des matériaux. Ce qui fait qu'on ne fait pas d'économie circulaire en fait. On n'a que quelques initiatives effectivement, mais elles sont trop peu importantes et par rapport à une terre qui est complètement finie en matière de matière justement et de consommation. Et tout ça pour produire des biens qui satisfont nos désirs et qui vont au-delà de ce qu'on aurait besoin normalement, notamment dans les pays occidentaux. Donc, du coup, il y a un décalage en fait sur l'usage de ce qu'on peut faire et le fait qu'on ne reboucle pas. Et tout ça, c'est un problème environnemental actuel, mais c'est aussi un problème sociétal et un problème humain. Parce que l'urgence environnementale va forcément de pair avec une urgence sociale. Donc quand on pense économie circulaire, c'est quelque chose sur lequel on doit penser non seulement la préservation des ressources et l'impact de nos modes de production, nos modes de consommation, mais aussi comment on le fait et en intégrant une nouvelle façon de penser si on arrive à le faire. Donc forcément, faut intégrer des visions beaucoup plus long terme que des visions qu'on a actuellement, qui sont des visions hyper court-termistes. Donc l'idée de ce groupe international, son petit nom c'est Technical Committee 323, économie circulaire, c'est de produire des textes avec différents pays et sur lesquels on se met d'accord sur un socle commun de définition d'économie circulaire, d'indicateurs autour de comment on rapporte qu'on est circulaire ou qu'on ne l'est pas, et avec le fait de considérer idéalement qu'il n'y a plus de déchets, bon ça c'est vraiment un idéal, mais que le déchet devient une ressource et que tout ça doit être vu à l'aune d'une chaîne de valeur, d'un réseau de valeurs, et plus chacun chez soi, dans son entreprise ou dans son organisation publique ou privée, quelle qu'elle soit. Donc c'est effectivement ça ce qu'on fait. On le fait, donc on a commencé début 2019, on le fait avec l'ensemble des pays qui sont affichés en bleu et en orange sur l'écran là. On a commencé en 2019 avec une quarantaine de pays et aujourd'hui on est à un peu plus de 87 pays exactement là-dessus. Donc
Ça veut dire qu'on a des discussions assez conséquentes et des discussions pas faciles du tout parce que l'idée, c'est d'arriver à un consensus. Donc c'est extrêmement compliqué. Cependant, on commence à travailler, on travaille sur 3 textes principaux, c'est les 3 premiers en haut, mais je vais les expliquer un petit peu plus dans les minutes qui vont venir. Comme une sorte de paquet, en fait, avec un texte qui définit ce qu'est l'économie circulaire, qui donne des orientations pour sa mise en œuvre dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. On n'est pas uniquement pour la partie pour les industriels, mais on intègre aussi les organisations publiques parce que le travail est à faire partout de la même façon et vous verrez les différentes étapes auxquelles on doit réfléchir quand on veut mettre en place des modèles d'économie circulaire. Et on travaille également, alors plus pour la partie business model, mais comment on fait cette transition d'un business model linéaire dans lequel on est tous et dans lequel on est bien confortable actuellement, mais comment on peut aller, quels sont les leviers qui permettent d'aller vers des modèles d'affaires plus circulaires. Et à côté de ça, la mesure, parce que les métriques sont hyper important, parce qu'on peut penser qu'on fait de l'économie circulaire et puis on n'en fait pas du tout. On vient de parler tout à l'heure de la plateforme Vinted. Ok, c'est peut-être une bonne idée, puisqu'on va étendre la durée de vie d'un produit, mais à côté de ça, on n'a pas tué la fast fashion. Donc il y a quand même... Et les gens qui l'utilisent, Vinted l'utilisent certainement pas dans cet esprit économie circulaire. Mais bon, petit à petit, ça vient et il y a des choses qui émergent. Et puis je vous ai mis les drapeaux des pays qui sont en porteur, en animation de chacun de ces normes-là. Donc je suppose que vous aurez reconnu tous les pays, tous les drapeaux. J'ai essayé, quand on a créé ce programme de travail-là en 2019, de faire des couples de pays pour animer les travaux. Et des couples, pas l'Europe fait des normes pour l'Europe, mais des couples nord-sud, est-ouest, de façon à infuser, à avoir cet esprit un peu collaboratif qui va être nécessaire pour faire de l'économie circulaire. Donc on a des travaux qui sont copilotés, vous voyez par exemple Japon, Rwanda. Rwanda, je le rappelle, qui a été le premier pays à interdire les plastiques à usage unique en 2014 quand même, et d'autres pays donc qui travaillent conjointement sur les sujets. Alors, pour illustrer les 2 textes principaux qu'on est en train d'écrire, donc le premier texte où vous allez, alors c'est en travaux, donc ça va pas sortir comme ça. Il y a encore cette semaine et la semaine prochaine 6 jours de réunion pour retravailler là-dessus et un premier vote qui va arriver certainement en juin-juillet, parce que je le rappelle, au niveau international, les normes ISO en fait sont soumises régulièrement, les textes en cours d'élaboration sont soumis à un processus de vote où un pays égale une voix, et donc ce processus de vote est en train, va commencer là au mois de juin. Je croise les doigts, tout dépend si on arrive effectivement à bien mener les réunions qu'on a cette semaine et la semaine prochaine. Donc ce premier texte-là va fournir des définitions, et notamment la définition de l'économie circulaire, que je vous ai mise ici telle qu'elle est aujourd'hui, mais qui va un petit peu évoluer. Mais pour vous dire que là-dedans, il y a différentes choses. Il y a cette approche systémique, cette approche holistique. Donc derrière, on a les analyses de cycle de vie, ressources sociales, etc. Mais on a cet esprit analyse de cycle de vie. On a le fait de circuler, on a vu tout à l'heure close the loop, narrow the loop, etc. C'est exactement ça qui est repris ici pour additionner de la valeur, retenir de la valeur à des matières et éviter qu'on ait cette chaîne extrêmement courte de j'extrais, je produis, je consomme et je jette. Donc additionner de la valeur le plus longtemps possible et faire tourner cette valeur de façon à avoir une pression la moins importante possible à l'extraction en amont de ressources finies vierges, tout en contribuant au développement durable. Et là, derrière ça, on a les quelques principes que je vous ai mis à l'écran ici, les 6 principes, mais qui sont eux aussi, qui vont un petit peu évoluer. Parce que vous avez vu le nombre de pays et forcément il y a des postures qui sont différentes entre les différents pays et qui s'affrontent en fait lors des réunions. Mais
en contribuant au développement durable, ça veut dire qu'on veut tenir compte des limites planétaires. Vous savez, c'est 9 limites planétaires. Donc le changement climatique en fait partie, la biodiversité en fait partie, mais les nouvelles molécules qu'on rejette dans l'atmosphère de par nos activités humaines en font partie également. Donc l'idée, c'est que les projets qu'on développe ou les organisations qu'elles soient publiques ou privées, quand elles font une activité, qu'elles se posent la question, à travers cette activité, effectivement, est-ce que je porte atteinte aux limites planétaires ? Et donc cette contribution-là, qu'on puisse la quantifier. Donc dans les principes liés à l'économie circulaire, il y a ce principe de transversalité sur une chaîne de valeur, de création de valeur et d'augmentation de la valeur et de partage de la valeur. Donc il y a la partie sociale également. Et puis de traçabilité des ressources, mais là on en a parlé aussi, traçabilité des ressources. Et là, le numérique peut être un outil pour aider à ça. Et puis à côté de ça, le dernier cadre à droite de cette slide, c'est les leviers d'action qu'on peut avoir. Donc on en a vu quelques-uns tout à l'heure, avec il y avait les 4R, 5R, 6R, maintenant on est à 9R, de recycler, réutiliser, remanufacturer, toutes ces choses-là qui permettent de faire des boucles les plus courtes possibles. Et puis il y a des leviers aussi qui sont d'un autre ordre, faire de l'éco-conception, alors de l'éco-conception parce qu'on va regarder ce qu'on met, quelles matières premières on utilise, comment on les utilise et surtout comment on conçoit quelque chose pour qu'on puisse étendre la durée de vie, pour qu'on puisse recycler plus facilement derrière. Donc il y a la réparabilité aussi qui est derrière et avec là tout ce qui émerge actuellement au niveau européen en termes de taxonomie ou de passeport dont on a parlé tout à l'heure. Et puis il y a aussi des leviers qui sont un petit peu différents, qui sont de l'ordre de la pédagogie, la sensibilisation, la formation, comment on investit, et puis les réglementations qui sont un fort levier pour permettre d'avancer. Donc voilà, il y aura tout ça dans cette norme-là. Et puis le deuxième texte sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est les métriques. Comment on prouve qu'on fait de l'économie circulaire et qu'on est circulaire, et donc avec quel type de métriques on arrive à prouver ça, étant donné qu'on parle de ressources, qu'on parle d'organisation, de mode de gouvernance. Donc vous voyez, ça devient très complexe, et donc il n'y aura pas un indicateur, mais une sorte de cadre pour identifier quel type d'indicateur on peut utiliser pour dire que les actions, effectivement, permettent vraiment de retenir cette valeur, de la régénérer, de la créer, etc., et d'être en lien avec les objectifs développement durable. Voilà. Et globalement, ce sont des textes qui vont être terminés, si tout va bien, fin 2023, donc dans un peu plus d'un an, un an à un an et demi, de façon à pouvoir diffuser très largement de ce qu'est l'économie circulaire au niveau international. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer la parole à Mónica García Quesada, donc qui est responsable du projet Smart Water Cities à l'International Water Resources Association, qui va nous parler de Smart Cities, vous l'avez bien compris, de l'eau. Merci. Oui, merci pour l'invitation aux organisateurs, à Pilar en particulier pour m'avoir invité. Oui, je m'appelle Mónica García Quesada. Je travaille comme responsable et coordinatrice du projet Smart Water Cities à l'International Water Resources Association. Et je pense qu'on peut le voir comme une étude des cas. Mais d'abord, je voudrais vous parler un tout petit peu de l'association que je représente, qui c'est une association créée il y a 50 ans. C'est une organisation éducative au but non lucratif et une organisation non gouvernementale. Je vous invite aussi à regarder sur le site internet parce qu'on est une association ouverte aux gens intéressés par la gestion de l'eau et des ressources d'eau et aussi de l'approvisionnement des ressources en eau, de l'eau potable, de l'assainissement.
il y a des différentes manières d'adhésion et si vous voulez, voilà, on est des géologues, des ingénieurs, donc voilà, il y a des possibilités de participer dans l'association. Le projet dont je voudrais parler, ça s'appelle Smart Water Cities. C'est un projet que la International Water Resources Association développe avec K-Water et le Asia Water Council. K-Water, c'est une entreprise publique chargée de l'approvisionnement des services d'eau et la gestion d'eau dans la République de la Corée du Sud. Et the Asia Water Council, c'est une organisation, un réseau d'organisations et des compagnies et des gouvernements en continent asiatique. L'objectif fondamental du projet, c'était vraiment de développer un instrument capable d'examiner et comparer la gestion de l'eau et aussi l'approvisionnement des services d'eau au milieu urbain dans des différentes villes du monde. Et on voulait, avec ces projets, répondre on avait constaté que les villes du monde font face à des défis communs qu'on connaît bien, la sécheresse, le flooding, l'inondation, mais on manque vraiment un instrument pour justement examiner et comparer les différentes circonstances dans ces villes. Et l'idée, c'était vraiment de développer cet instrument qui peut nous permettre de faire un meilleur diagnostic. Le projet est un projet de 3 ans qui a commencé en 2021 et il est divisé en 3 parties. La première partie s'est achevée en décembre de l'année passée. Et la première partie concernait l'analyse des systèmes de certification mondiaux. Donc, et notre idée, c'était d'en tirer d'enseignements et de nous aider à définir la portée et les structures de nos propres standards pour les Smart Water Cities. Dans une deuxième étape, qui est toujours en cours aujourd'hui, cette étape vise à développer des indicateurs clés de performance et aussi une certification. Et dans une troisième étape, qui commencera l'année prochaine, on va tester les indicateurs et les protocoles dans plusieurs villes pilotes qu'on doit encore décider. Voilà, ici, les premiers résultats de cette recherche, c'est un rapport et vous êtes les bienvenus, bien évidemment, à le télécharger, l'utiliser. C'est disponible en ligne sur le site de l'association. Et il y a quelque chose qu'on a fait, cette partie de la recherche, c'était très conceptuel. Et lorsque nous avons commencé à travailler sur le projet, nous nous sommes posé une question fondamentale, qu'est-ce que c'est une Smart Water City? On sait bien que quand on parle de quelque chose de smart, c'est assez prestigieux, mais qu'on voulait se dire, voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Et pour répondre à ces questions, nous avons commencé à étudier les différentes fonctions de l'eau dans une ville. Et donc, nous avons examiné les cycles urbains de l'eau pour identifier vraiment les différentes fonctions de l'eau dans une ville. Et aussi pour identifier les moments de la possible intervention humaine. Et ici, le schéma que je vous montre présente ce cheminement de l'eau en milieu urbain. Et sur base de ces premiers travaux,
nous avons produit une définition de Smart Water City. On a dit c'est un peu petit, mais je vous explique les principaux éléments. Et les Smart Water City ont dit surtout que c'est une ville qui améliore la qualité de vie des citoyens, qui est capable de résoudre les problèmes liés à la gestion et l'approvisionnement en eau, qui utilise des différentes technologies et pas seulement des nouvelles technologies, et il le fait tout au long du cycle de l'eau en milieu urbain. Et donc, les éléments importants ici, c'est que le concept de Smart Water City ne se réfère pas seulement aux solutions individuelles, aux problèmes conventionnels, tellement comme l'approvisionnement de l'eau potable, le traitement des eaux résiduelles, des eaux usées, mais aussi est capable d'améliorer la gestion globale de l'eau au milieu urbain et la restauration des cycles urbains et fait une gestion intelligente de l'eau. Et avec cette définition, maintenant, on est en train d'identifier vraiment les indicateurs de notre certification de Smart Water City. Et ce qu'on a fait, c'est de développer une structure en 3 piliers. Et le premier pilier fait référence à la gouvernance d'eau dans la ville. Et l'idée, c'est de dire qu'une ville intelligente n'est pas seulement une ville des technologies, mais aussi une ville qui s'occupe à la gestion des ressources d'une manière efficace, effective, transparente. Il y a pas mal de collègues à la OCDE qui ont fait un beau boulot et on l'utilise énormément. Et le deuxième pilier fait référence à la technologie et aux interventions techniques qu'on peut faire dans les différentes phases du cycle urbain de l'eau. Et le troisième pilier fait référence au futur. Et ici, on veut définir des indicateurs qui mesurent le potentiel développement de la ville et aussi qui prend soin des générations futures. Donc voilà, dans la deuxième partie de cette année, on définira les villes pilotes, là où on va tester les protocoles et on va essayer d'utiliser et tester les indicateurs et les reformuler si nécessaire. Et voilà, on fera appel aux candidatures aux villes. Il y a déjà quelques villes intéressées à participer. Et voilà, je vous invite à vous mettre en contact. Il y a pas mal de possibilités à participer dans ces projets. On a un groupe de travail avec des chercheurs et professionnels de partout dans le monde et de différentes disciplines. Et si vous voulez, j'ai ici des cartes. Vous êtes les bienvenus à les prendre et établir contact. Merci. Merci beaucoup. Puis on va passer la parole donc à Akhil Amirali, qui est chercheur associé au Centre de recherche en gestion de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, qui fait partie de IPP, qui va nous parler du Water Kiosk, donc un modèle d'accès à l'eau dans les pays en développement et dans le cas concret de l'Inde. Merci. Bonjour, je vais vous présenter donc
les résultats d'une recherche que nous avons menée avec une équipe à la fois du Columbia Water Center et de l'Indian Institute of Science à Bangalore sur les water kiosks. Alors pour vous plonger un peu dans le décor, je vais vous projeter très rapidement un très très court film pour que vous puissiez visualiser cet objet qui est le water kiosque. Merci. Là, c'est une prise de vue d'un water kiosque, d'un smartphone. Désolée, on a un petit souci technique. Hop. Alors, Windows. Écran PC uniquement. Pardon. Ah bah non. Bon, sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Je sais pas comment faire. C'est pas grave. On va faire sans fil. On va vous partager ça après sur notre réseau social. Pour faire encore. Ah, c'est bon. Parfait. Bon, pas grave. Donc, pour rentrer très très vite dans le sujet, je vais vous expliquer pourquoi on s'intéresse à cet objet, quel est le cadre d'action de la recherche, la question, la méthodologie et bien sûr le déroulé, quel est le contexte d'insertion de ces water kiosks et 3 points de vue. Le premier point de vue que nous allons explorer ensemble, c'est celui du régulateur. Le deuxième, celui de l'élu, plus particulièrement un conseil municipal. Et enfin, le troisième point de vue, celui de l'usager consommateur. Alors, très simplement, vous avez là... Alors, tout au long de cette presse, je vous laisse le soin de parcourir les textes. Il y a un ensemble de verbatim dont je vous laisse le soin de lire. Alors, très simplement, Graham et Marvin, c'est déjà daté, c'est 2001. Que disent ces auteurs? C'est la fin, finalement, de ce qu'on peut appeler le Modern Infrastructure Ideal, c'est-à-dire la fragmentation. On arrive ici à l'âge de la fragmentation des services, et plus particulièrement dans le cadre des pays en développement, dans un contexte où l'industrie de réseau, les services en réseau se trouvent progressivement supplantés par des services décentralisés. Il continue en mettant en avant le concept de splintering phenomenon qu'on pourrait également caractérisé par cette fin d'infrastructures en réseau. Alors pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je vous invite vivement à lire les travaux de Bernard Barraquet qui travaille sur les différents âges de l'industrie de l'eau à la fois dans nos pays et dans les pays en développement. C'était simplement une petite introduction pour vous mettre un peu dans le bain. Alors, là, je l'ai déjà dit, c'est une collaboration. Cette recherche résulte d'une collaboration avec à la fois le Columbia Water Center et l'Indo-French Water Cell à l'Indian Institute of Science de Bangalore au cours de 2018 et 2019. Alors, la question que l'on se pose, alors je suis désolé, vous n'avez pas vu tout à l'heure les water kiosks. Simplement, qu'est-ce que c'est un water kiosque? C'est une unité décentralisée de traitement de l'eau par osmose inverse et par UV. Cette eau est extraite des puits profonds, donc c'est une eau qui au début n'était pas, c'était une structure qui au début n'était pas approvisionnée par le système en réseau, comme on vient de le voir, mais par des systèmes décentralisés où on puise directement dans la nappe. Alors la situation change progressivement, donc
Simplement, les questions que l'on se pose, c'est quel est le sens de la mise en place de ce système, quelles raisons expliquent leur développement et quelle est aussi l'acceptabilité de ce service par les usagers. En un mot, est-ce que ce système est durable d'un point de vue économique, d'un point de vue social et puis d'un point de vue écologique, environnemental. Alors, d'un point de vue méthodologique, une série d'entretiens ont été menés auprès de différents acteurs dont vous avez ici la liste. Et nous allons nous focaliser plus précisément sur 1, les élus, 2, les régulateurs et 3, les usagers. Alors, pour vous introduire dans ce contexte de la situation de l'eau, de la distribution d'eau dans les villes indiennes, 3 points. Du point de vue de l'économie politique et managériale, il y a un manque manifeste de volonté politique de faire payer l'eau à son coût réel. Donc il y a cette expression « unwillingness to charge ». Et donc, nous avons une économie politique tout orientée vers la production, vers l'offre, plutôt que vers la demande. Donc, l'idée, c'est de produire de façon industrielle de l'eau, plutôt que de prendre en compte la demande d'eau et de s'adapter à cette demande. Donc, on est dans une logique de produire toujours plus, plutôt que dans l'idée de produire, de faire plus avec moins, pour faire très court. Donc nous sommes là dans un contexte de déficience des infrastructures qui sont gérées par des opérateurs qui sont le plus souvent publics, même si aujourd'hui nous avons des situations de DSP, de délégation de services publics, bien depuis le début des années 2000, et par exemple certaines entreprises françaises sont présentes sur ce marché. Mais toujours est-il que de manière globale, dans ces villes, la distribution est globalement erratique. Pour faire très court, une distribution d'eau entre 2 et 4, 6 heures, voire 10 heures dans le meilleur des cas, y compris dans les très grandes villes par jour, avec des pertes techniques et commerciales conséquentes, ce qu'on appelle ici le non-revenue water. Donc les pertes techniques, c'est les pertes sur réseau. Les pertes commerciales, c'est notamment les factures qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas recouvertes par les opérateurs. Dans cette situation, vous avez une accoutumance des usagers à ce service erratique et une augmentation des pratiques de stockage de l'eau qui ont un coût, puisque ce stockage occasionne de fortes pertes d'eau, puisque plus l'on stocke, plus on jette l'eau qui n'est pas consommée. Et cette pratique de stockage occasionne un investissement en temps, en énergie, en finances, qui se fait aux dépens des usagers et aussi des opérateurs. Dans cette situation, on constate néanmoins une forte volonté à payer pour le service et pour un service de qualité. L'expression à retenir, willingness to pay. Donc vous avez d'un côté unwillingness to charge de la part des élus, et de l'autre côté, une forte volonté à payer venant de nos usagers. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on explorera 3 perspectives. En premier lieu, celle du régulateur, dans le cadre de ces water kiosks. Alors, pour faire très court, je vais pas passer en revue chacun des points. D'abord, vous définir qu'est-ce que c'est un water kiosque, puisqu'on n'a pas pu le voir tout à l'heure. C'est une unité qui a la taille d'un conteneur, un conteneur de marchandises, et un procédé d'osmose, de purification de l'eau par osmose inverse et d'UV, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, vous avez dans cet état, alors, nous allons ici dans l'état du Karnataka, au nord, donc sud de l'Inde, au nord de la ville de Bangalore, qui compte environ, je n'ai pas les chiffres de 2021, mais facilement 12 millions d'habitants, Bangalore. Et à peu près à 1 heure de bus de Bangalore, vous êtes dans une localité qui s'appelle Dodbolapur. Et là, vous avez nos water kiosks, et plus largement, Dodbolapur se situe dans l'état du Karnataka, qui est l'état le plus probablement, qui compte le plus probablement le plus grand nombre de water kiosks au monde, soit environ 16 000
water kiosks. Et ces water kiosks font aujourd'hui l'objet d'une réforme de la part du régulateur, simplement parce que les opérateurs privés qui ont eu la charge de la gestion de ces water kiosks ne sont pas aujourd'hui à même de maintenir au quotidien ces structures de façon pérenne. Donc il y a un problème manifeste de maintenance, et la réforme consiste, pour améliorer cette maintenance, la réforme consiste à augmenter le tarif de l'eau. Vous l'avez vu tout à l'heure, donc il y a cette unwillingness to charge. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit un contre-exemple de ce que je vous décrivais tout à l'heure. Et donc globalement, pour une ville indienne, vous avez, dans la plupart des cas, un forfait fixe, indépendamment du tarif consommé. Par exemple, ici, 48 roupies par mois. Ce n'est pas une exception, c'est plutôt la règle. D'accord. Et donc, dans ce cadre, vous avez un système qui consiste à faire payer l'usager une bonbonne d'eau de 20 litres, 5 roupies pour 20 litres. Je continue sur le régulateur. Donc, il y a un problème, le manque de compétences sur l'entretien des water kiosks, et on l'a vu tout à l'heure, donc l'augmentation du tarif. Je continue. On va voir ici le point de vue de l'élu. Alors, dans le contexte de Dodbalapur, il y a cette volonté de réforme, et dans le cadre de cette réforme, les opérateurs privés ont la charge de maintenir ce service sur une durée de 2 ou 3 ans. Et là, vous avez quelques chiffres, quelques ordres de grandeur sur le nombre de kiosques. Par exemple, un opérateur ici qui a la charge de 20 kiosques. Et vous allez très vite vous rendre compte que pour produire cette eau, pour produire 1 litre d'eau, vous consommez 2 litres d'eau. C'est-à-dire, vous rejetez 2 litres d'eau. Donc, c'est un système qui est totalement insoutenable d'un point de vue environnemental. Il est d'autant plus insoutenable qu'on est ici dans un contexte géographique de manque d'eau. Donc, on se pose la question, combien de temps ce système pourra durer ? Alors, les autorités nous disent, nous allons le conduire sur une durée de 8 à 9 ans, et au-delà de cette durée, nous allons passer au système centralisé de distribution de l'eau. Dernière perspective, celle du consommateur. Le point ici à retenir, c'est celle de la paquetisation. La paquetisation, elle se traduit au quotidien. Plutôt que de payer mensuellement un tarif pour une quantité illimitée de l'eau, la paquetisation ici, c'est 5 roupies pour 20 litres. Et dans l'esprit des usagers, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus acceptable de payer ce tarif beaucoup plus élevé au quotidien qu'un tarif beaucoup plus bas, même si le service est discontinu, au mois. Donc, il y a ici, pour faire la conclusion, une déficience à payer pour un service public de l'eau au forfait, au mois, un service intermittent, on l'a vu tout à l'heure, un service erratique, à l'inverse d'un service extrêmement coûteux, à la fois pour les autorités publiques et les usagers, mais un service qui rend l'eau potable et qui leur permet de répondre à cette demande d'eau potable au quotidien. Et au final, ce que permet ce service, c'est d'insuffler cette idée centrale que l'eau a un coût, qu'il faut développer cette culture du paiement de l'eau dans les villes indiennes, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un service qui est pas simplement insoutenable d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique. Un ordre de grandeur ici, l'eau de camion-citerne, 0,11 roupies le litre, l'eau du water kiosque, 0,25 roupies le litre. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Do we have SM? Do we have time for questions? One question? One. Okay.
On va prendre une... OK. On a le temps pour une question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Moi, je vais poser une question un peu provocante. J'aborde un peu les choses, et ça rejoint aussi le débat précédent là, sur le métaverse. Si on a une approche centrée sur la valeur, du point de vue de l'utilisateur et de point de vue général, on peut quand même se poser la question, pour le métaverse par exemple, il y a la réalité virtuelle, ça fait 20 ans que ça existe, ça n'a pas percé. Il y a eu la télé en 3D, ça n'a pas percé. Il y a quand même une succession comme ça de petits échecs qui ont quand même du mal à nous faire croire qu'il peut y avoir une révolution métaverse. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que vous avez donné comme exemple. Les exemples que vous avez donnés, je les trouve très pertinents. A priori, les succès qu'il va y avoir autour du métaverse, c'est plutôt des meilleurs... finalement, le web tel qu'on le connaît aujourd'hui, augmenté avec un petit avatar, avec une expérience mieux faite pour... les enfants, etc. Disons que ça va être une évolution sur certaines choses très centrées. Et là, j'ai envie de dire, je reviens à notre table. Si on raisonne d'un point de vue de la valeur, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec la circularité, l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment... Finalement, si on n'a pas de valeur au point de départ, on peut parler de système idéal d'économie circulaire. Franchement, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Je veux dire, si vous achetez une perceuse à 10 € made in China, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer comme valeur à la fin. Et j'ai envie de dire, si on attend qu'il n'y ait plus de valeur dans le bien, franchement, ça n'intéresse personne à la fin. Donc en fait, ce concept d'économie circulaire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Et je dis ça parce qu'on entend quand même beaucoup parler de ça. Je dirais presque qu'on n'entend parler que de ça. Et je ne sais pas si des sujets comme la pérennité programmée ou tout simplement faire attention à la qualité des produits lorsqu'on les achète, finalement, ça ne soutiendrait pas mieux une évolution qui aille dans le bon sens. Bon, voilà. En fait, ce que vous citez là, ça fait partie des différents blocs qui composent, à mon sens, l'économie circulaire. Quand on parle de qualité, alors qualité des produits, ça veut dire qualité pour que ça dure le plus longtemps possible, pour que ce soit réparable, pour qu'on puisse utiliser beaucoup mieux les matières dont c'est composé. C'est ça la qualité, hein, finalement, d'un produit, comme vous l'entendez, je suppose. En fait, c'est ça qu'on essaye de pousser à travers ce modèle d'économie circulaire. Parce que ça veut dire qu'on se pose des questions sur la façon dont on va acheter ces matières premières, si je prends une entreprise, hein, la façon dont on va gérer cette ressource qu'on achète, la façon dont on va concevoir, éco-concevoir sur sa période de vie un produit ou un service, de façon à ce qu'il soit jusqu'au bout de la chaîne et de façon à ce qu'il soit le plus recyclable possible, démantelable possible, pour qu'on puisse refaire des choses avec ce qu'il est devenu. Et ce qu'il est devenu, in fine, c'est un déchet. Sauf qu'on veut éviter qu'il devienne un déchet et qu'on n'en fasse rien, ou qu'on le brûle, ou qu'on le mette dans une décharge, mais qu'on puisse reprendre les éléments constitutifs de ce produit, par exemple, si c'est un produit, pour les réinjecter dans un cycle de production. Mais tout ça, là où je vous rejoins, ça peut marcher que si on a une vision, à mon avis, beaucoup plus long terme de ce qu'on fait, si on est capable d'intégrer des indicateurs, pas que des indicateurs économiques et financiers dans la façon dont on voit les choses. Et donc ce changement-là, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas arrivé, hein, c'est certain. On en parle de plus en plus. Peut-être qu'il va arriver dans quelques années. Moi, c'est ce que j'espère. Juste pour brièvement rajouter par rapport à ce que Catherine vient de dire, il est clair que dans un monde où une perceuse chinoise vaut 10 €, l'économie circulaire ne peut pas exister.
Mais pourquoi est-ce que la machine, la perceuse chinoise, elle coûte 10 €? C'est parce que elle n'intègre pas les coûts environnementaux qui sont liés justement à l'extraction, les pollutions, enfin les matériaux qui la composent. Et donc en fait, ce qui est totalement indispensable à une économie circulaire, c'est qu'il y ait des politiques publiques qui rétablissent la vérité des prix et finalement créent, on va dire, le contexte dans lequel l'économie circulaire peut avoir du sens. Si les matières premières sont quasiment gratuites, mais ce qui est déjà plus le cas, hein, je veux dire, on est dans une phase d'envol des prix des matières, toutes les matières premières quasiment. Dans un monde où les matières premières sont quasiment gratuites, il ne peut pas y avoir d'économie circulaire, c'est clair. Par contre, dans un monde où on essaye d'optimiser, enfin de minimiser les impacts environnementaux et d'optimiser donc l'utilisation des ressources, ça a du sens. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous, puis merci merci à vous quatre d'avoir été parmi nous. On va faire une brève pause de 10 minutes. 10 minutes de pause. Merci.